Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bienvenue à tous dans ce 6e épisode du podcast Vite Vidéaste. Dans cet épisode, j'ai pu recevoir Lucas Rodriguez, un cadreur et réalisateur basé à Paris. Ensemble, nous sommes revenus sur son parcours, l'évolution de son approche avec la vidéo et ses projets actuels et futurs. Place au 6e épisode de ce podcast, bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans Vite Vidéaste, je suis très content de vous retrouver. On est maintenant à la saison 2 du podcast. C'est vrai que le dernier qui était avec Nicolas Lafaille, l'épisode 5, remonte maintenant à quelques mois. Et je suis très content de vous retrouver et de repartir de nouveau à la découverte de vidéastes francophones talentueux. Et pour ce 6e épisode, j'ai l'occasion de discuter aujourd'hui avec Lucas Rodriguez. Salut Lucas, comment tu vas ? Salut, ça va, très bien et toi ? Ouais, parfait, très content de t'accueillir dans ce podcast pour inaugurer la saison 2 de ce podcast. Écoute, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que voilà, l'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant les vidéastes francophones talentueux et j'estime que tu en fais partie. Et, c'est très gentil. Et pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, du coup, je m'appelle Lucas Rodriguez. Je suis du coup réalisateur, monteur, cadreur, tout ce que tu veux. Ce qu'on peut appeler un peu maintenant vidéaste, mais j'essaye de me détacher un peu de ce statut de vidéaste et d'être plus dans des métiers comme réal ou autre. Okay. Je m'éparpille un peu, mais voilà, je vis à Paris. Je suis originaire de la région parisienne. Et je vis de la vidéo depuis maintenant, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Même okay. pas, non, 2 ans et demi, je pense. Ok. Tu t'es lancé dans la vidéo il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est allé assez vite. Bah ouais, parce que c'est vrai que ça c'est mine de rien assez récent tout de même. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans la vidéo ? Ça t'est venu un peu par hasard, ça t'est tombé dessus, on va dire, comme mine de rien beaucoup d'invités aussi de ce podcast. Je crois que tous les invités du podcast étaient aussi des autodidactes. C'est ton cas, c'est ça ? C'est ça. Bah en fait, je crois à l'époque, ça paraît pas loin, mais il y a 2-3 ans, c'était pas encore un métier qui était tant réputé et ouais, c'était même peut-être peu connu. Il y avait quelques grands vidéastes, mais il n'y avait pas autant de gens qui achetaient du matos pour faire de la vidéo. Ça s'est vraiment démocratisé ces 2 dernières années. Et moi, c'est arrivé juste un peu avant, en fait. J'aimais ça, mais j'avais mes études à côté, je faisais autre chose. J'ai fait des études dans le marketing digital, voilà, j'ai eu ma licence. Je suis parti à l'étranger en Australie pour apprendre l'anglais et pour voyager un peu, faire du contenu, kiffer un peu. Et j'ai acheté du coup une caméra et un drone pour partir là-bas, pour mes souvenirs, quoi, pour partager ça avec mes potes, ma famille. Et après, tout a explosé. Ouais. Je me suis retrouvé à rentrer en France. Enfin, je vais pas faire toute l'histoire parce que c'est très long, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont proposé des choses. Je suis rentré en France pour aller travailler à Marseille pendant 1 an dans une école de commerce où je faisais tout le contenu vidéo. Ensuite, je commençais à avoir de plus en plus de contrats freelance qui m'étaient proposés. Donc du coup, j'ai décidé aussi de me mettre à fond dans la freelance. C'était pas longtemps avant le Covid finalement. C'était en 2019. Été 2019, je me lance totalement en freelance. Okay. Et là, j'ai eu 6 mois de dur labeur, de voyage, de travail. Et il y a eu le Covid qui est arrivé. Qui est un peu parce que du coup il y a eu que 6 mois finalement où j'ai bossé comme ça en freelance. Ouais. Et le Covid est arrivé, a mis un peu tout le monde à terre, mais j'ai pas lâché, j'ai continué à créer un peu pour moi, à faire mes projets perso et puis c'est revenu d'un coup aussi après direct, donc voilà.
Ok, trop bien. Mais c'est vrai que ouais, bah, moi je me retrouve un peu dans ton parcours. C'est vrai que c'est un peu par le voyage aussi que je me suis lancé dans la vidéo. Et c'était le cas aussi de pas mal d'invités. C'est vrai que je pense qu'on a tous un élément déclencheur qui fait que voilà, on se lance un peu plus dans notre passion. Et pour beaucoup, c'est le voyage parce que bah, voilà, on a l'occasion de faire de belles choses. Mais, euh, mais ouais, pour revenir à ce que tu disais au début de ton propos, c'est assez drôle parce que, ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il y a 2-3 ans, je sais pas, c'était pas hyper connu la vidéo. Et je sais que on s'orientait un peu tous vers des vidéastes un peu américains, étrangers, etc. Et je sens qu'effectivement, de plus en plus aujourd'hui, bah, c'est aussi la volonté de Vite Vidéaste, c'est de mettre en avant des vidéastes français, francophones. Et on sent qu'en tout cas, en France, il commence à en avoir de plus en plus, qui ont de plus en plus de Ouais. poids aussi bah voilà, par rapport à leur contenu qui est de qualité. Donc ouais, c'est... Ouais, je pense que. Pardon, parce que moi je te coupe. Non, vas-y, Je vas-y. pense que, ouais, en France, il y a, il y a encore beaucoup de choses à faire parce on n'a pas les niveaux, on n'a pas atteint les niveaux qu'il peut avoir à l'étranger ou autre. Euh, mais il commence à y avoir de plus en plus de gens ouais, qui arrivent. Bah, c'est tout simplement parce que ça devient de plus en plus accessible. Bien sûr. Pareil il y a de plus en plus de tutos pour apprendre à faire de la vidéo, de formation, de plein de choses. Moi personnellement, j'ai tout appris avec YouTube. Ok. C'est YouTube qui m'a appris et tout le reste c'est de la pratique quoi. Ouais. En fait comme je faisais ça vraiment par passion et par kiff, bah, j'étais en mode bah j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que je sais le faire? Si je sais pas le faire, comment le faire? Et je regardais sur YouTube, papam, et je trouvais ou alors je trouvais pas, je trouvais un autre moyen de le faire et pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui me demandent quelle étude j'ai fait, est-ce qu'il y a des écoles que tu conseilles, des Ouais. formations, etc. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire. De pas être bridé, de pas avoir des techniques ou des moyens de faire qui te brident à certaines choses, mais de faire ce que tu as envie de faire, en fait. Et, Clairement. Ouais. et je pense que c'est ce qui permet, ça motive pas mal de gens. Je vois, il y a vraiment tellement de gens, je reçois des messages très régulièrement de gens qui veulent apprendre, qui veulent faire des stages, qui veulent faire... Alors malheureusement, je sais on a une vision de, voilà, notre vie, elle est trop cool, on voyage tout le temps, on a des projets trop cool, mais c'est surtout qu'on n'a pas toujours les moyens et le temps de prendre des personnes avec nous. Ouais. Surtout, finalement, on est que des freelances, on est rarement des entreprises. Et, mais c'est trop cool parce qu'il y a quand même plein de gens qui se motivent à faire ça et même parfois juste par passion. Et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. Je pense que la vidéo, c'est pas forcément un métier, ça peut juste être une passion et, et un gros kiff tout simplement. Juste. Ouais, c'est cool, ouais. Bah, ça me faisait penser effectivement à un épisode du podcast que j'ai fait avec Lucas Bosque. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Et lui, il expliquait que il avait pour le coup fait une école de cinéma à Nice, si je me souviens bien. Et du coup, on avait échangé là-dessus parce qu'effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y en a beaucoup qui sont en autodidacte et qui se forment par eux-mêmes. Et lui, il avait eu cette expérience un peu de l'autre côté avec un apprentissage un peu plus traditionnel. Et il m'expliquait justement qu'il n'avait pas tant appris que ça avec une école de cinéma et que bah, voilà, le gros de ses compétences, il l'avait eu notamment, bah, comme tu disais aussi, par la pratique, par YouTube, parce que voilà, ça te permet d'avoir des connaissances très précises sur un sujet qui va vraiment t'apporter, qui est très concret. Donc, donc ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui te permettent Ouais. de te lancer et qui rend la chose quand même assez folle, de se dire qu'on peut créer son métier en 2021 C'est ça. assez C'est facilement. Ouais. Donc c'est toi ce qui est justement, le plus incroyable. ouais, est-ce que justement par rapport à ça, est-ce que tu continues à te former sur YouTube? Parce que c'est vrai que au début, on regarde beaucoup de tutos pour se former, etc. Mais quand on atteint un certain savoir-faire, bah, notamment toi dans tes prods, est-ce que malgré tout tu continues à te former ou un peu moins? Euh, Beaucoup moins, je pense quand même. Ouais, Alors après, j'ai changé de logiciel il y a pas longtemps, donc forcément, tu reprends des bases, tu reprends des petits tutos pour apprendre à faire certaines choses que tu faisais sur les autres logiciels, mais généralement, tu t'y retrouves assez rapidement. ouais. C'est-à-dire Mais oui, beaucoup moins. rapidement, tu as changé de logiciel, c'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, t'es Euh, passé sur un autre logiciel, ouais. Sur, ouais, bah en sur fait, je ta les vie. ai à peu près tous faits. Ok,
J'ai commencé par Final Cut, c'était le plus simple. Ok. J'ai même commencé par iMovie à l'époque, quand je montais avec mon téléphone et tout. Ensuite, j'ai fait Final Cut, ensuite j'ai fait Premiere. Je suis revenu sur Final Cut et maintenant je suis sur DaVinci. Ok. Mais finalement, tu t'y retrouves, c'est juste des petits détails, quoi, des petits trucs en mode. Après, moi, j'ai une manière de travailler qui est assez, finalement, assez simple, si je peux dire. En gros, je vais pas essayer d'aller chercher des transitions dans tous les sens. Je sais que c'était une mode pendant un moment, mais je pense que c'est quelque chose qui, finalement, moi, en tout cas, dans ce que j'aime. J'aime beaucoup le cinéma, je suis passionné par le cinéma et dans le cinéma il n'y a pas tout ça. Pour moi tu dois raconter une histoire avec des belles images, avec des belles transitions, mais pas des transitions avec des effets dans tous les sens, mais plus des transitions dans la logique, de ce que ça raconte, tu vois. Et du coup, je vais pas avoir besoin de techniquement d'aller chercher des tutos ou comment faire un masque de ouf pour que dans la transition on ait l'impression que ça sorte de l'œil de ça. Enfin voilà, c'est pas ce que moi je vais chercher en tout cas. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de regarder à longueur de journée des tutos. Je trouve que le rapport en plus ce que ça te rapporte par rapport au temps que tu vas passer à le faire, c'est pas forcément utile à mes yeux. Et c'est surtout que, comme je te disais au début, moi j'essaie de sortir un peu de ce truc-là, parce que vidéaste en vrai ça veut tout et rien dire. Et c'est juste un métier qu'on a créé qui veut dire en gros, voilà, nous on sait tout faire. Tu veux faire un peu de son, un peu de prise de son, un peu d'image, un peu de montage, un peu tout ça, on sait le faire approximativement bien. Mais c'est pas un vrai métier, si tu veux. Pour moi, si tu veux avoir de l'avenir dans la vidéo, il faut savoir où tu veux aller. Est-ce que tu veux faire du cadrage? Est-ce que tu veux faire que du son, du mixage, du montage, de la réal, être chef op, donc chef opérateur, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est celui qui va travailler l'image en gros du réalisateur. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment trouver le métier que tu veux faire parce que tu peux pas être vidéaste toute ta vie. Moi, je vois de plus en plus mon gros dilemme maintenant, c'est de pouvoir montrer aux clients et de prouver aux clients que, en effet, je sais travailler seul, je sais faire un peu de tout, mais c'est pas mon métier de tout faire. Et du coup, forcément, je vais faire moins bien que quelqu'un qui fait que du montage ou quelqu'un qui fait. Il faut savoir se dire ça aussi, tu vois. Quelqu'un qui fait que du cadrage. Et du coup, je pense que plus tu avances dans le métier, plus tu es obligé au final de te spécialiser dans quelque chose, ou en tout cas d'aller dans ce que tu aimes. Et finalement, tout ce qui est tuto YouTube pour apprendre à tout faire, tu l'abandonnes un peu. Et surtout, tu essayes d'avoir des budgets pour payer des gens pour le faire. Par exemple, si moi un jour j'ai besoin d'une transition de ouf dans mon montage, un effet de ouf et tout, que je sais pas faire, je vais avoir un monteur qui sait son métier et il va me le faire et il sera payé pour ça. Et il le fera bien mieux que moi, ça sera moins cheap, ça sera beaucoup plus pro. Et comme l'étalonnage, pareil, tu vois, je sais qu'aujourd'hui je fais mon propre étalonnage, mais si j'avais les moyens et la possibilité et le temps à chaque fois de pouvoir le faire, je le ferais. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur ta question, je me suis un peu éloigné, mais je vais de moins en moins sur des genres de tutos YouTube parce que j'arrive de plus en plus à avoir des équipes qui me permettent de pas le faire et de passer à autre chose, quoi, de déléguer, on va dire. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu as aussi passé une sorte de cap dans ton activité qui fait que peut-être tu as accès à des plus gros projets qui nécessitent aussi des plus gros budgets et du coup tu as peut-être la possibilité de plus t'entourer. C'est vrai que quand on débute on n'a pas forcément c'est ça. Des gros projets donc on va un peu tout faire et c'est normal aussi. Mais c'est vrai que c'est mine de rien au fur et à mesure de l'évolution qu'on a dans son activité, on va avoir la possibilité d'avoir des plus gros clients et effectivement, comme tu disais, s'entourer de spécialistes dans leur domaine. Et toi, en l'occurrence, dans le souhait que tu aurais, ce serait peut-être plus de t'orienter dans la réalisation pure et dure plutôt que dans d'autres choses telles que le montage, la colorimétrie, des choses comme ça. Ouais, moi c'est la réal. Je pense que j'ai toujours aimé raconter des choses, raconter des histoires depuis que je suis jeune, j'aime bien. J'ai toujours fait, sans faire forcément de la vidéo, je faisais des petits montages, des petits trucs. Enfin, j'ai toujours aimé raconter quelque chose et partager de l'émotion. Et en fait, c'est dans la réal que je me vois le plus. Alors au début, c'est toujours bizarre. Tu te dis, putain, je vais pas cadrer, je vais pas tenir la caméra, je vais pas faire ci. Mais au final, quand tu es réal, c'est toi qui as pensé ton image, c'est toi qui as écrit, c'est toi qui a réfléchi à comment ça devait être mis en scène, etc. Et du coup, au final,
tu tiens pas la caméra, tu fais pas le montage, tu touches pas à la colo, mais finalement c'est toi qui as pensé tout. Et enfin, c'est pas français ce que j'ai dit, c'est toi qui as pensé à tout. Et, et du coup qui a donné vie entre guillemets à ce projet. Donc du coup, parfois faut se dire, être humble et se dire bah voilà, ça, quelqu'un le ferait mieux que moi. Si j'ai les moyens, bah je le fais faire par quelqu'un d'autre. Et puis si tu veux bien réaliser un projet, mieux vaut faire que de la réal et laisser le reste aux autres. Et moi, en effet, c'est la réal qui m'apporte le plus. Après, on n'est pas. Moi, je peux pas dire, voilà, je vais être réal, un très grand réal ou ci ou ça, tu vois. Je sais juste que c'est ce qui me fait le plus kiffer, je pense. Ouais. Et c'est ce à quoi je veux aspirer, quoi. Mais c'est après, est-ce que j'y arriverai? Est-ce que, bon, je sais pas. Mais comme je rebondis un peu sur ce que tu disais par rapport au budget, par rapport au fait que quand tu démarres, c'est vrai que du coup, tu dois tout faire. Donc, c'est ce qui a créé un peu ce métier de vidéaste, c'est que ça donnait la possibilité à des marques, des grosses ou des petites marques, d'avoir accès à des productions à des coûts beaucoup plus bas que ce qu'ils pourraient avoir avec une boîte de prod. Parce que justement, bah, ils payent qu'une personne pour tout faire. Donc forcément, du coup, c'est un peu moins bien fait que ce que tu pourrais avoir avec une vraie prod, mais du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Et le truc, c'est que bah, moi, je suis pas forcément dans. Tu vois, je suis pas une boîte de prod non plus. Donc, du coup, je me retrouve. Donc, à moins qu'il y ait une boîte de prod qui fasse appel à moi pour faire de la réal, je me retrouve dans une situation où je me retrouve souvent à devoir convaincre mon client d'investir dans un. Enfin, de mettre un peu plus de budget pour avoir d'autres personnes. Ou alors, justement, je me retrouve toujours dans ce truc où je dois finalement tout faire. Et de temps en temps, je me dis, bah voilà, je préfère investir, prendre ma part du budget, qui est censé être la mienne, Ok. et payer des gens pour le faire parce que je veux aussi pouvoir évoluer. Et à un moment donné, si tu veux évoluer et montrer à des boîtes de prod ou à des clients que tu sais faire des choses vraiment plus quali, bah il faut que je pense que c'est l'investissement. Tu vois, faut te dire bon bah écoute, tant pis, je vais prendre 1 500 € dans mon budget et je vais payer quelqu'un pour faire ça, mais ça va me permettre de faire une vidéo dont je serai plus fier et qui pourra me permettre d'avoir d'autres contrats, ainsi de suite. Ok. Et là, moi, je suis un peu dans ce truc-là. Ça veut dire que je suis très régulièrement amené à devoir, entre guillemets, un projet que je pourrais faire tout seul et ça conviendrait complètement à mon client. Bah, je me dis, bah écoute, je vais investir dedans. Je vais prendre du budget. Je vais demander à d'autres personnes de travailler avec moi. Je vais essayer de convaincre un peu le client, de lui expliquer que voilà. Parce qu'un client, si tu lui dis, voilà, pour 4 000 € je te fais tout. Et lui, ça lui va très bien. C'est dur après de lui dire bah écoute, en final, j'ai besoin de 15 000 € de budget. Tu vois, il va dire bah non, tu me fais très bien Bah tout oui, ce bien que tu sûr. m'as fait la dernière fois, tu vois. Tu m'as fait pas tout à 4 000 €, pourquoi je prendrais plus, tu vois. Et donc, c'est un peu cet entre-deux de quand t'es pas une boîte de prod et que t'es un réal, vidéaste, ce que tu veux, qui essaye de faire des projets un peu plus cool. Et, et du coup, c'est pas toujours facile, mais faut pas lâcher. Et faut pas hésiter, je pense, à vraiment investir et à travailler avec des gens. C'est le problème, je pense, du vidéaste. Et la grande fierté du vidéaste, c'est ce côté tout savoir faire tout seul. C'est dur de déléguer, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire en vrai. Ouais, bah je pense que je suis aussi d'accord avec ça. Mm. Et c'est intéressant cette approche pour les gens qui nous écouteront de, de voir que, ouais, effectivement, ça peut être intéressant par moment d'investir, quitte à gagner moins sur un projet, mais Mm. s'entourer de personnes qui sont sûrement plus compétentes sur certaines branches de ce projet pour que ouais, le rendu final soit de meilleure qualité. Donc, non, c'est cool d'aborder ça et ouais, c'est intéressant. Mais, euh, mais ouais, moi je voulais revenir aussi sur ton style de vidéo, parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure que tu étais pas dans ce style de faire Mm. des effets, des transitions un peu partout, etc. Et c'est vrai que j'étais aussi d'accord avec toi, c'est vrai que ça s'est beaucoup démocratisé il y a quelques années, notamment Ouais. par des vidéastes tels que Sam Colder, voilà, Ouais. qui en mettaient un peu partout, et c'est vrai que bah, c'était très, très attrayant, etc. Mais des fois, ça pouvait manquer de sens. Et c'est vrai que quand on voit tes vidéos, notamment tes vidéos de voyage au Japon, à Madère, en Namibie, etc., on voit qu'il y a une réelle patte et il y a cette volonté d'apporter du sens dans ces vidéos. Donc ça, ouais, c'est quelque chose qui te tient à cœur de raconter des histoires derrière chaque vidéo, d'apporter du sens à tout ça.
Ouais, je trouve que c'est le plus important. En fait, tu vois, genre, je me suis vite retrouvé, toi tu dois connaître si tu as fait aussi beaucoup de vidéos de voyage, en mode, bah, à final, chaque voyage, c'est la même chose. Chaque voyage, tu filmes les mêmes choses, alors à part que le décor est différent, mais tu filmes les mêmes choses de la même manière que tout le monde, tu mets les mêmes effets que tout le monde. Au final, toutes les vidéos se ressemblent. J'en parlais avec, j'ai vu que du coup, tu avais fait un podcast avec Nathan, qui est un pote à moi. Et bah, tout le monde aujourd'hui fait les mêmes choses. Et je trouve que la seule manière de un peu de différencier d'avoir enfin, en tout cas, de garder une patte d'avoir quelque chose qui est différent des autres, c'est comment tu racontes l'histoire. Et comment tu amènes les choses, comment tu abordes. Ça veut dire que quand tu as des vidéos, quand tu as ton montage, enfin, tu as pris toutes tes vidéos, tu as tous tes rushs devant toi, si je te mets toi en montage, ou moi, ou n'importe quel autre vidéaste monteur, il va pas partir sur les mêmes choses. Il va pas mettre le même premier plan, il va pas raconter l'histoire de la même manière. Et du coup, je trouve que c'est ça qui va être important. C'est pas forcément les effets. Alors après, il y a des effets, des fois c'est incroyable et ça va s'y porter hyper bien, ça va apporter au projet quelque chose, etc. Mais je trouve que bah, y a eu trop à un moment donné une mode où voilà, même moi j'ai fini par l'utiliser à des moments, tu vois, faut faire cette transition, faut faire ce mouvement de caméra, faut faire ci, faut faire ça. Parfois ça apporte quelque chose, parfois pas du tout. Et je trouve qu'au final, du coup, tu te rends même plus compte t'as même plus le temps de voir l'image. Et tu te concentres plus sur la beauté de l'image, sur ton cadre, mais sur comment tu vas faire ta transition. Et le plus important, c'est pas ça. Et surtout que c'est devenu une mode, mais ça va pas l'être, tu vois. Alors que dans le cinéma, bah, t'as pas de transition, voilà, c'est un cut simple. Et tu peux pas te lasser de ça, parce que c'est juste un cut, tu vois. Tu peux pas te dire, ouais, j'en ai marre de voir ces transitions, c'est un cut. Et sauf que mis au bon moment, avec des bonnes choses, sur la musique au bon rythme, etc. et tout, bah ça va t'apporter quelque chose de cool et tu vas raconter les choses d'une manière plus originale, tu vois. Et du coup, moi, c'est pour ça que je me suis appuyé là-dessus, en mode, bah, ce que je veux faire, c'est de la belle image et raconter quelque chose. Donc, du coup, c'est ce que je veux essayer de faire sur toutes mes vidéos. Et là, bah, les exemples que tu as cités, que ça soit le Japon, que ça soit la Namibie, etc., c'est des vidéos où finalement, j'ai pas eu le temps forcément de préparer quelque chose. Donc, du coup, j'ai raconté après coup. Tu vois, par exemple, le Japon, c'était avec Sam, je sais pas si tu connais, de Marseille, Samuel Des. Bah pour le coup, ouais, dans le podcast, parce que pour ceux qui savent pas, donc tu as fait un podcast l'année dernière, le podcast Pro Créativité, et je l'ai pas écouté en entier parce que je voulais pas non plus me spoiler dans l'approche que j'allais avoir de notre échange. Mais ouais, tu parlais de Sam de Salvador avec qui tu étais en colocation, C'est ça. etc. Et avec C'est qui ça. tu es parti au Japon, j'ai vu ça. Ouais. Qui est aussi un super vidéaste de ce que j'ai pu voir de ce qu'il faisait. Donc, Ouais, ouais. il est très très bon. Bah, tu vois, par exemple, je suis parti en Japon avec lui, on s'est dit, vas-y, on veut faire une vidéo, on veut raconter quelque chose, mais on savait pas trop quoi. Et Ouais. c'est surtout qu'on était en vacances, tu vois. Donc, pas le temps de faire, de passer trop de temps à essayer d'écrire quelque chose et tout. Donc, au final, on a pris nos images, puis après, on s'est dit, ok, on peut raconter comme ça. La Namibie, je suis parti avec Juliette, je la connaissais même pas, je savais même pas ce que j'allais faire. Je savais même pas ce qu'on allait voir, je savais rien. Et du coup, j'ai appris que je partais même pas une semaine avant, je crois. Donc du coup, pareil, pas le temps d'écrire quelque chose, de préparer quelque chose, mais du coup je me suis dit, ok, j'ai ça comme image, comment je peux raconter, comment je peux, tu vois, et dans ce cas-là, bah, faut filmer le plus de choses possible, tu vois, pour essayer d'avoir le plus de contenu, de pouvoir avoir de la marge. Mais pareil, j'ai pas essayé de faire un truc très compliqué, mais plus, voilà, je vais raconter des choses un peu différemment. Mes images, ça va être des images comme tout le monde, des images de lions, des images de girafes, de trucs, voilà, tout le monde en a fait, des même sûrement plus belles que moi. Mais voilà, moi je vais essayer de raconter les choses un peu différemment. Et encore, bah, t'es pas sur un truc où c'est un film, hein, ça reste une vidéo où on voit, voilà, on découvre, ça reste une vidéo de voyage simple, ça raconte pas non Ouais. plus. Mais j'ai essayé de rapporter un peu de storytelling à tout, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que tu vois, moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bah tu vois, c'est tellement bien chiadé et tout, il y a tellement une belle histoire derrière et ça s'enchaîne bien que pour moi, j'étais persuadé que c'était préparé. Et du coup, c'est marrant Non. que tu me dises que ça l'était pas forcément parce que ça montre aussi, tu vois, toute l'importance du montage et du message que tu veux faire passer, bah, toute l'importance de la post-prod finalement. Et ouais, tu vois, ouais, quand je vois la vidéo du Japon, bah, je le mettrai peut-être en description du podcast pour que les gens puissent aller voir. C'est segmenté en forme de chapitres. C'est Et, ça.
c'est vrai que bah, tu vois, moi je pensais que c'était voilà, préétabli avant le départ et que ça avait été vu comme ça, mais pour le coup, non, c'est quelque chose que Alors vous en avez fait, apporté en post-production. Ouais. ouais, pour le Japon, on a décidé, on avait quand même décidé avant de ce qu'on voulait raconter, entre guillemets, enfin, de ce qu'on voulait imager. Mais après, on savait pas ce qu'on allait voir, on savait pas ce qu'on allait filmer, on savait pas, tu vois, genre ça restait une surprise pour nous. On avait quand même segmenté déjà. On s'était dit, on veut pas faire une vidéo de voyage comme tout le monde. On veut raconter une histoire, on veut mettre en avant les différences enfin, qu'il y a dans le Japon entre le côté culturel et le côté justement technologique et moderne, tout ça. Et on savait pas trop comment l'amener, mais on savait qu'on allait faire en plusieurs parties et qu'on allait chacun apporter nos parties en fait différentes, nos styles, etc. avec ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait découpé en segments. On s'est dit voilà, on va avoir un chapitre qui introduit un peu la vidéo, on va avoir un autre chapitre qui montre le côté culturel avec un aspect plus cinématique, un truc un peu plus clip, genre mais avec les moyens du bord, et un autre truc un peu plus en mode vas-y là, c'est des potes qui sont en train de kiffer un voyage finalement, tu vois. Ouais. Et mais après tout ça en fait on l'a construit en même temps qu'on filmait, en même temps qu'on montait, tu vois, genre ça a été quand même pas mal d'impro. Maintenant sur ce projet on avait quand même on s'était juste mis d'accord sur le fait que voilà, on aurait plusieurs parties que ça serait découpé. Mais le reste, ça s'est construit sur le tas. Oui, bon après je pense que c'est ce qui fait aussi le charme d'un voyage. Effectivement, si Ouais, tout est déjà c'est ça. préparé à l'avance, ça n'a plus aucun charme. Et je me doute, il y a une partie, effectivement, la partie clip où il y a des danseurs et tout dans les rues. Ouais, J'imagine que ça, c'était pas du... forcément préparé et c'est ça aussi qui fait le petit plus de la vidéo et qui est intéressant. Ah, Bah, ok, super. on s'était dit, on veut des danseurs. Ouais. On savait que dans le Japon, ça pouvait arriver, au Japon, à Tokyo, pardon, ça pouvait arriver d'en croiser. Mais à aucun moment on s'est dit, vas-y, ça va se passer, quoi. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance. On les a croisés vraiment par hasard. Et ça rend trop bien. Bah ouais, clairement. Ok, trop bien. Bah écoute, ça fait une petite demi-heure qu'on est en train de discuter. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais un petit jeu. Je sais pas si tu connais. Ouais. Un petit Non. jeu en milieu de podcast. Et ce jeu-là, il s'appelle Si tu dois choisir. Et du coup, on se retrouve juste après le jingle. Donc le jeu, si tu dois choisir, je te rappelle rapidement les règles. Donc je vais te donner 5 petits dilemmes, donc 5 petites phrases. Et tu dois me donner voilà, une réponse qui te semble voilà, la plus adéquate et puis voilà, on peut partir là-dessus. Donc du coup, la première question, c'est si tu dois choisir un pays à visiter pour faire une vidéo, ce serait lequel ? Un pays que j'ai pas fait. Ouais, dans l'idéal, ouais. Ou Ok. que tu as fait mais qui t'a marqué, mais dans l'idéal, ouais, peut-être un pays que tu n'as pas eu l'occasion de voir pour l'instant. C'est dur parce que j'en ai Il y a plein. du choix. Je pense que... Ouais. Je pense que ça serait l'Indonésie, mais en fait, je suis allé à Bali, moi. Mais j'ai fait que Bali. Donc, moi, j'ai adoré. Et du coup, je pense que j'aimerais faire l'Indonésie, La partie un peu globalement, plus aller à retirée, Lombok, ouais. tout ça. Ok. Ouais, c'est ça, Java, tout ça. Ok. C'est du coup, bah, je l'ai pas. Voilà, c'est la partie que j'ai pas faite en tout cas. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était un continent qui est incroyable. Enfin, et je veux trop y retourner. Trop bien. Et bah, du coup, je rebondis par rapport à cette question. Tu as des voyages peut-être de prévus, parce que c'est vrai qu'on commence à entrevoir un horizon où c'est possible de revoyager. Est-ce que tu as des choses de prévues l'année prochaine ou prochainement Ouais, j'aimerais repartir en Namibie Ah ok, trop avec bien. des potes. Bah, en fait, je suis parti vraiment avec Juliette. Je suis parti vraiment 7 jours, je crois, mais beaucoup de trajets, beaucoup finalement de travail aussi finalement. Et, euh, et du coup, j'aimerais repartir parce qu'il y a énormément de choses à voir dans ce pays. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs voyages en termes d'expérience. Tu m'étonnes. Et je veux trop y retourner avec des potes. Pas dormir à l'hôtel, mais avec un 4x4, une tente sur le toit, un peu comme je faisais en Australie, quoi. Et du coup, j'ai pas vécu la même expérience que ce que je veux vivre en y retournant. Et surtout rester plus longtemps, être avec des potes et délirer, quoi, kiffer.
Trop bien. Donc c'est sûrement là-bas que je vais retourner l'année prochaine avec des potes. Et sinon, j'avoue que c'est un peu... J'ai pas mal de projets où je vais déjà voyager normalement. Donc j'ai du mal encore à savoir trop où je veux partir. On voulait partir avec Julie, du coup ma copine, à retourner aussi en Indonésie. Mais pas sûr que ça se fasse maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment encore. Donc voilà, à part la Namibie que je projette en voyage, enfin dans mes prochains voyages, je j'ai pas encore de destination. Ok. Je fais vachement à l'improviste, ça se trouve que là je vais avoir, bah, je sais pas si tu connais Zimi, Ouais. Zimi Dakid, ouais, qui est un pote à moi, pareil, bah, c'est du genre, tu vois, la dernière fois on est parti aux États-Unis, et c'est prévu 10 jours, enfin peut-être pas 2 semaines avant, tu vois. Ouais. Il m'a dit ouais, on part aux États-Unis, vas-y, bah, j'ai dit bon, allez, on part. Donc ça peut arriver au dernier moment aussi, quoi. Trop bien. Mais en prévu, c'est la Namibie, je pense. Ok, super. Ok, deuxième question. Si tu dois choisir une marque avec qui collaborer, ce serait laquelle? Une marque, une entité, Euh, ce serait un peu le projet de tes rêves. je pense que National Geographic, un truc comme ça, tu vois, genre Hmm. un gros reportage National Geographic, ça doit être incroyable. Ouais, peut-être C'est- une partie un peu documentaire. Ouais, Ouais. ouais, clairement. Moi, je trouve que le documentaire, c'est ce qui, bah, ça raconte quelque chose, tu vois. Et c'est surtout que c'est utile à quelque chose. En plus de raconter quelque chose, tu peux servir à une cause ou montrer des choses à des gens qui n'ont pas les moyens de les voir de chez eux. Euh, et surtout que bah, ça se fait de plus en plus, euh, notamment avec Netflix, etc. Des Ouais. productions qui sont où il y a plus de budget, mais des docus avec des belles images. C'était il y a quelques années pas du tout commun, et maintenant ça se fait de plus en plus et c'est trop bien. Mais Bah ça ouais, doit être trop clairement. Ouais, pour le coup, le documentaire, là, il y a vraiment. Bah voilà, toi qui disais que fou. Ouais. tu aimes, voilà, qu'il y a un message qui ait du sens dans tes vidéos, et documentaire, vraiment, ça permet ça parce que tu mets en lumière une thématique, un projet, une initiative, ouais, non, c'est top. Et c'est vrai qu'en France, je sais pas si. Je sais qu'il y a JC Pierry, voilà, qui est dans la branche des vidéastes, qui a fait une sorte de documentaire sur Madagascar, il me semble, il y a 1 an ou 1 an et demi. Et oui, il racontait aussi bah, voilà, les conditions de vie là-bas, etc. Et c'était hyper intéressant, voilà, de voir que quelqu'un du monde de YouTube un peu en France se penchait sur une thématique comme celle-ci. Et ouais, c'était hyper intéressant. Donc ok, top, National Geographic. Si tu dois choisir un vidéaste qui t'inspire, ce serait lequel? Un vidéaste, voilà, qui bah, ouais, qui t'inspire tout simplement. Je sais pas quoi dire de plus, mais Hum, que ce soit francophone ou international, à la rigueur, les deux, ce serait parfait. j'a- j'avoue que j'avoue qu'en France, enfin, je suis pas trop inspiré par des vidéastes, mais Ouais, plus ouais, par ouais. des réals. Ok. Euh, je réfléchis, hein, désolé, j'essaie de voir. Ce sera coupé, ça. Ouais, j'essaie On est d'accord, on reste sur du vidéaste, hein, pour que ça soit. Bah, après, s'il y a vraiment quelqu'un qui t'inspire, peu importe que ce soit un vidéaste ou pas, Ouais. s'il y a quelqu'un qui fait ouais, un cinéaste ou même, je sais pas, un directeur de la photographie, un Ouais. chef opérateur, En fait, il a un nom compliqué, faut que je le retrouve. mais il est trop chaud. C'est Joshua, mais son nom de famille, je sais plus comment. C'est pas. C'est un Allemand, Joshua Stabler. Ok. Joshua Stabler. Mais lui, du coup, il est chef op, réal, tout ce que tu veux. C'est pas vraiment un vidéaste. Ouais. Mais en vidéaste, sinon, bah, c'est la famille, on va dire, hein, si je peux dire. Bah, je dirais. Même si on fait pas du tout le même type de contenu, Zimi, enfin Nicolas Zimmerman, Zimi Dakid, et, euh, et les potos, hein, Sam, tout ça, enfin c'est des personnes qui m'ont beaucoup apporté à un moment, de toute façon, dans ma carrière, entre guillemets.
Et si je peux me permettre de dire dans carrière, mais ouais, c'est. Ouais, t'as appris, parce que c'est vrai que tu disais que t'es parti en voyage avec Zimidaki, t'as aussi fait plusieurs projets de voyage Mm. avec Sam de Salvador. Ouais, c'est des gens avec qui tu as appris quand t'étais à leur Ouais. côté, ouais. Ouais, je pense que de toute façon, t'as toujours à apprendre et t'apprends, et sans le savoir, t'apprends aux gens aussi, tu vois. Là, par exemple, je sais qu'avec Kid, on veut bosser de plus ensemble, parce qu'on Ouais, s'est fait que des projets pour le kiff jusqu'à maintenant. Moi, j'adore sa créativité, lui adore la manière dont je raconte les choses, et du coup, bah, on s'apporte des choses différentes, et on pense que bah, ça peut être trop cool en associant tout ça. Du coup, bah, en fait, après, moi, j'ai du mal à dire. J'essaye bizarrement, j'essaye le plus possible d'être pas inspiré par, par le milieu vidéaste, YouTube, etc. Parce que tu te retrouves trop vite une fois que tu as ça en tête, tu veux faire comme ça et ça te bride. Donc, je vais essayer plus de m'inspirer par des films que j'ai vus ou justement des mecs, des réals qui font des trucs encore plus ouf que je ferais pas actuellement, mais au moins ça me fait pas être comme tout le monde, entre guillemets, tu vois. Genre, j'évite. C'est tellement dur après d'en sortir sinon. Tu vois, on en parlait encore, on a eu une discussion avec Nathan de ça il y a quelques jours. Et genre, une fois que t'as vu quelque chose, et bah t'arrives pas à te le sortir de la tête, ou du moins ça va t'influencer dans ta manière de voir les choses. ouais. Donc, ouais, Ok. je pense que son inspiration, tu dois la trouver dans plein d'autres choses, même autres que des vidéastes. Ouais. Bah, c'est drôle parce que justement, Nathan avait à peu près la même vision. Il m'avait répondu à peu près la même chose. Il allait plus s'inspirer de cinéastes, de personnes voilà, qui ont des rôles dans le cinéma, plutôt que des youtubeurs ou des vidéastes. Parce que son approche était plus orientée sur une approche cinématographique que vraiment une approche un peu plus YouTube, etc. C'est ça. Donc, Bah, avec Nathan, on a les mêmes avis là, à ce niveau-là, pour avoir discuté pas mal de temps avec lui. ouais, mais ça se retrouve aussi on- dans le contenu que vous proposez. Ouais. Oui, c'est pour ça que, pareil, avec le petit Nathan, on va proposer des choses prochainement. Trop bien. Ok, donc quatrième question. Je regarde la petite liste de questions que j'ai. Il y en a une qui est pas mal. Si tu dois choisir un objectif à atteindre, bah c'est vrai on est fin 2021, donc peut-être en 2022, mais s'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment bien accomplir en 2022, je sais pas si justement tu te fixes des choses, mais ce serait quoi que tu voudrais accomplir s'il y avait quelque chose à faire en 2022? J'aimerais. On a des projets perso un peu en ce moment avec Julie, du coup, qui est danseuse, qui est ma copine. Euh, on a des projets qui peuvent être assez conséquents et assez lourds à produire, à réaliser, tout ce que tu veux. J'aimerais qu'on ait le temps de pouvoir le faire. Ça peut être des très beaux projets. C'est juste si j'arrive à sortir 3-4 projets perso que j'ai en tête d'ici fin 2022 et si la situation me le permet, Ouais. ça serait ouf. Ouais, ça serait trop bien. Ok. Pouvoir, si du coup je veux répondre de manière plus concise, c'est pouvoir sortir plus de projets perso. Ok. Parce que j'ai moins le temps et c'est ce qui m'apporte le plus de choses finalement, le plus de plaisir, plus de kiff. Ouais, parce que finalement, comment tu t'organises aujourd'hui dans ton activité? Est-ce que la plupart du temps, c'est consacré à des productions pour des clients, ou alors tu essaies de garder quand même du temps pour des projets perso? Comment ça se passe? C'est un peu un entre-deux. Ouais. Bah, tu vois, notamment le dernier projet que j'ai sorti, du coup, Périple avec Bruno. C'est de longues semaines de travail. Mm. Ça te prend beaucoup de force, beaucoup de fatigue, beaucoup d'inspi, plein de choses. Et du coup, bah, t'arrives où t'as besoin au moins une bonne semaine pour récup, on va dire, tu vois, pour sortir du truc. Parce que t'as passé des heures et des heures et des heures à monter devant l'ordi, à tout faire et tout.
Donc du coup, tu as besoin d'un peu de temps pour décrocher un peu. Ensuite, une fois que tu commences à ressentir un peu la flamme se rallumer, tu vois, parce que ça met jamais beaucoup de temps, mais tu as besoin de ce truc. Et moi, je force jamais. C'est-à-dire, je veux pas me dégoûter du métier. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont au fur et à mesure. Et du coup, qui prennent plus aucun plaisir. C'est comme tout, hein. Ça paraît un métier qui est incroyable, mais tu dors pas quand tu es en projet, t'es tout le temps stressé, tu es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu peux faire, tu es tout le temps en train de faire attention. On te juge sur ton travail, c'est pas comme quand tu travailles dans une entreprise et que voilà, tu as des équipes, tu fais ci, tu fais ça, et tu vois, c'est une grosse fourmilière, on va dire. Là, c'est toi. On te juge, on juge ce que tu as dans la tête, on juge ta créativité, on juge ta manière de voir les choses, de comment tu le racontes. Et du coup, tu vois, il faut pas se dégoûter. Et moi, je suis toujours un peu dans cet entre-deux, en gros, en mode, bah, si j'ai plein de projets pro, bah, j'essaye de mettre un peu de côté le perso, malheureusement, pour pouvoir retourner dedans vraiment quand j'ai envie. Quand j'ai envie de récupérer l'ordi, de monter, d'écrire des choses. Et ça, je le force jamais. Ça veut dire qu'il y a des moments, j'écoute une musique, et là, je suis en mode, ah ouais, putain, ça me parle. Et hop, faut que je crée, tu vois. Et du coup, je suis dans cet entre-deux qui, là, dernièrement, a pris un peu plus, du coup, le côté pro. Parce qu'il y avait besoin, hein, comme tout le monde, sortie de Covid, bah, faut travailler. Tu dis moins non parce que tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Ouais, bien sûr. Et qu'il faut éviter le plus possible de dire non, tu vois. Faut rarement. Enfin, c'est compliqué de refuser du travail, hein. Alors, à moins que tu puisses te permettre, mais faut essayer voilà, d'être le plus proactif possible. Et du coup, ouais, c'est un entre-deux où j'essaye de faire. Enfin, je veux en tout cas, cette année, me donner plus de temps, faire des beaux projets, moins de projets, mais des plus gros projets qui me rapportent, on va dire, plus d'argent. Et du coup, pour pouvoir me permettre de mettre plus de temps et d'investissement dans des projets perso. Ok. Parce que je ne l'ai pas assez fait. Tu vois, la dernière vidéo perso que j'ai sortie, c'était à Madère, c'était en janvier dernier. Ouais. Mais tu vois, c'est pas assez. Ouais. C'est rien. Avant, je sortais beaucoup plus de trucs, tu vois. Maintenant, après, c'est parce que je suis plus compliqué, mais ouais, j'aimerais avoir plus de temps pour sortir des choses. Ok, top. Je sais pas si on va faire la cinquième question, parce que effectivement, tu as abordé dans ta réponse quelque chose que je souhaitais aborder avec toi, qui était un beau projet. C'est effectivement le projet Périple, donc, qui est sorti il y a peut-être 10 jours maintenant, donc, Ouais. qui est donc la marque des voyageurs lancée par Bruno Maltor, donc, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un des blogueurs voyage les plus connus en France, qui a une belle audience sur YouTube et Instagram, et qui véhicule des belles valeurs liées au voyage. Et du coup, toi, effectivement, tu as eu l'occasion donc de filmer donc, et de réaliser le clip de lancement de la marque Périple. Donc ouais, j'avais quelques questions par rapport à ça. Dans un premier temps, ouais, comment ça s'est passé ce tournage? Donc vous êtes parti plusieurs jours, c'est ça? Il y avait plusieurs personnes avec toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça s'est passé, ce projet? Bah, en fait, Bruno, moi j'ai déjà travaillé avec lui pour des vidéos YouTube, donc on se connaissait déjà. Mais il sait que que je suis un peu sorti de ça et que justement je suis plus apte à faire de plus gros projets entre guillemets maintenant, faire des choses un peu plus, ouais, la plus grosse prod. Donc du coup il m'a contacté, il m'a dit voilà, je lance ma marque, est-ce que t'es chaud? J'aurais très bien pu tu vois, bah tiens, c'est l'exemple de ce que je te disais la dernière fois. Enfin, de la dernière fois, comme si c'était il y a une heure. En gros, j'aurais pu le partir seul, tu vois, genre. Ouais. Bruno m'a juste dit est-ce que t'es chaud, tu vois. Mais bah justement, typiquement, je me suis dit bah seul ça sera moins bien. Donc essaye de te faire une petite équipe parce que voilà, c'est un projet, ça reste un projet, c'est Bruno Maltor, mais ça reste un projet de lancement. Il lance sa marque, il sait pas ce que ça va donner, il sait pas, voilà, c'est déjà beaucoup de coûts, donc forcément déjà t'es dans des budgets, t'es pas sur de la grosse prod, tu vois, t'es pas Nike qui lance un nouveau produit, donc c'est pas des budgets qui sont comme de la grosse prod. Donc du coup, j'ai pris le parti de prendre mon budget pour pouvoir le dispatcher, le découper. Ok. Et du coup, j'ai pu ramener une personne avec moi au cadrage. J'ai pu ramener du coup aussi Julie, que j'ai mis sur le projet complètement parce qu'on travaille de plus en plus ensemble.
Et elle m'apporte beaucoup sur tout ce qui est créa. Tu vois, elle apporte de nouvelles idées. Et c'est toujours important d'avoir des gens, même si c'est pas son métier. Elle est danseuse, elle est chorégraphe, elle a beaucoup elle est DA, elle a plein d'aspects créatifs qui sont intéressants. Et je me suis dit, bah, elle pourra m'aider à la prod pour gérer le projet. Et du coup, bah, en technique, on est 3 finalement. Ok. Donc il y a Julie, moi et mon collègue qui était avec moi. Et du coup, je me suis perdu. Et après, ouais, on a choisi de prendre 4 modèles, donc dont Bruno. Et voilà, en gros, c'était une petite équipe finalement. Ouais. On était... Et c'était il y une avait première alors- pour toi de gérer. Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y, continue peut-être. Non, vas-y, moi. Ouais, c'était une première pour toi de gérer comme ça peut-être des modèles, même une équipe, ou c'était quelque chose que tu avais déjà fait? J'avais déjà fait des trucs plus gros que ça quand même, en termes de prod. Euh, mais de devoir tout gérer du début à la fin, ouais, c'est une première. Ok. Parce que pour le coup, on a vraiment on a tout fait, quoi. Que ça soit de la pré-prod, que ça soit de la prod, de la réal, du cadrage, du montage, de l'étalonnage. Pour le coup, là, c'était un taf de vidéaste. C'était vraiment. Alors, de vidéaste avec un peu de budget un petit plus pour prendre une personne supplémentaire pour cadrer et tout ça. De prendre une personne supplémentaire pour gérer les modèles. Du coup, moi, j'avais pas à les gérer, c'était Julie qui gérait. Tu vois, faites ça, faites ci, habillez-vous comme ça, comme ci pour ces plans-là. Voilà, on avait travaillé avant le scénario. Pour le coup, là, tout était prêt. On savait. On allait à cet endroit-là, c'était pour tourner cette scène-là. On allait ici, c'était pour tourner ça. Et on est parti 5 jours. On a dormi 3-4 heures par nuit, je pense. C'était très fatigant. Mais c'est une bonne expérience. C'est aussi, après, tu comptes pas les heures. C'est pour le projet, c'est pour le bien du projet. Tu dis maintenant que tu as donné. Parce que tu donnes de ta personne, hein, tu donnes énormément de temps, tu donnes énormément d'inspiration, de créativité, de tout ce que tu veux. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, il faut que ça soit le plus parfait possible, en tout cas avec les moyens qu'on a. Donc tu donnes tout sur le moment. Ouais. Et, bon, Bruno est habitué à ça, donc du coup, ça allait. Mais il faut les motiver, les modèles, à se réveiller, et qu'ils aient pas de cerne le matin pour les images, etc. Bah ouais, tu bien vois, sûr. je pense que pour tout le monde, ça a été très dur, mais c'est une très belle expérience. Ok. Bah, trop bien. Et ouais, je sais pas si parmi ces projets-là, parce que celui-là, c'est vrai que il a peut-être eu plus de retombées en termes de visibilité pour toi, mais je pense que voilà, quand on fait de la vidéo, on a toujours un projet qui fait office de projet tremplin qui va peut-être nous permettre d'avoir Ouais. d'autres opportunités. Est-ce que ce projet, de par peut-être la visibilité qui t'a apporté, je ne sais pas si t'en as apporté, est-ce que tu sens que depuis, il y a peut-être des opportunités qui s'ouvrent à toi depuis la sortie de ce projet, ou pas tant que ça? Non, Ok. je pense que c'est dur aussi un peu à se dire, mais on est les gens de l'ombre, entre guillemets. Et les gens, peu de gens en tout cas, à ce que je sache actuellement, peut-être que je vais avoir des retombées Oui, c'est vrai que c'est assez récent aussi, mais... plus tard, mais peu de gens s'intéressent finalement à ça. Ouais. Mais c'est le jeu. Pour eux, c'est marque de Bruno Maltor, la vidéo de Bruno Maltor faite par Bruno Maltor. Et les gens vont pas aller plus loin que ça, la plupart en tout cas. Donc maintenant, si tu me cherches réellement, peut-être que tu peux réussir à me trouver, mais si tu me connais pas déjà, c'est difficile de savoir que c'est moi, tu vois. Hmm. Ouais. Donc si tu me suis pas déjà sur les réseaux, si tu m'as pas vu quelque part sur Insta à un moment donné, tu sais pas que c'est moi qui suis réel, tu sais pas que c'est Julie qui m'a aidé, que c'est, tu vois, genre, tu connais pas l'équipe en vrai. Ouais, c'est ça. Les gens s'intéressent, et c'est le but du jeu aussi, les gens s'intéressent à, voilà, c'est Bruno qui lance sa marque, c'est Bruno qui produit la vidéo, qui finance la vidéo, c'est la vidéo de Bruno, les gens ne se posent pas de questions. Donc après, est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Je sais pas, en tout cas, c'est une vidéo que je pourrais montrer à des clients Oui, si c'est jamais ça. ils veulent un Oui, truc. bah, c'est vrai qu'après, voilà. pour toi, au niveau de ton portfolio, c'est vrai que Mm. c'est un beau projet, mais malheureusement, oui, c'est le jeu, hein. De toute façon, on est aussi tous comme ça.
je pense qu'on est C'est très ça. peu à regarder vraiment le générique d'un film en fin de séance. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que je pense qu'on reste malgré tout des gens de l'ombre, mais après, ouais. En fait, après, le reste, c'est que du bonus. Je pense que pour pas être déçu, et parce que ça arrivera à tout le monde, je pense, quand tu fais des genres de projets, faut pas se dire, voilà, ce projet va me faire exploser. Euh, j'ai tourné un projet avec Willem qui fait des millions de vues sur YouTube et qui est connu même en dehors internationalement. Je sais pas si ça te parle, Willem. Tu vois? Non, si tu peux nous en dire plus, Il était c'est... vi- Pardon? il était Viner à l'époque. Ok. Tu sais, il fait des vidéos, il a fait l'art de la tromperie, il a fait la friendzone, etc. Je sais pas si ça te parle. Ah si, ça me dit. Il tourne tout avec son Oui, bah iPhone oui, à la bien base sûr, et oui, tout. oui, clairement. Ah oui, bah lui, il fait des super vidéos. Ok, ouais, c'était la prononciation comme ça, Willem. Ok, donc toi, t'as pu faire des choses pour lui, ouais, qui ont eu beaucoup de répercussions en termes de visibilité, mais pas forcément, c'est ça, pour toi. C'est ça. Ouais. Bah, j'ai shooté la vidéo qu'il a faite pour Puma, du coup. Ah ok, c'est toi, Euh, d'accord, super. ouais. Et bah, on était quatre dans l'équipe. Il y avait cadreur, chef op, ingé son et assistant game. On n'était que quatre à faire ça. Ok. Donc c'est un gros travail encore une fois, tu vois. Mais, mais ouais, ça a pas apporté. C'est juste que bah voilà, c'est la petite fierté aussi de se dire on a bossé sur un beau projet qui a plu. Après, tu vois, genre si t'as pas besoin de te rassurer ou autre, tu vas checker un peu les commentaires YouTube, tu vois que tout le monde kiffe et tu te dis bah écoute, Ouais. les gens savent pas que c'est moi, mais juste kiffent les commentaires. On te les fait pas à toi, mais c'est tout comme Ouais, c'est ça. Et tous les puis après, bravos, tous les finalement, trucs, c'est vrai etc. que les gens qui consomment ce contenu seront peut-être pas tes clients potentiels. Non, Ce qui compte, c'est peut-être que bah voilà, le contenu plaise bah, typiquement à Bruno Maltor, et Mm. de ce que j'ai vu voilà, sur Instagram, etc. Ça a beaucoup plu, et que bah, par la suite, il te recommande peut-être à d'autres personnes qui ont des projets similaires, ou des agents, C'est je sais ça. pas, et ça finalement, c'est D'ailleurs, le plus important. Donc, ouais. D'ailleurs, Bruru, si tu passes par là, n'hésite pas. Non, en vrai, ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Faut pas faire. Tu fais pas ça pour la reconnaissance ni pour la visibilité. Faut vraiment. Parce que ça te décevra toujours. Et tu te frustreras. Tu te frustreras, pardon. Tu vas te dire, ouais, vas-y, personne sait que c'est moi, mais c'est ma vidéo. Mais en fait, il faut se détacher. Tu vois, tu te dis, bon, bah ouais, au final, c'est ton bébé. C'est toi qui l'as pensé, c'est toi qui a passé. Enfin, personne n'a passé plus de temps que moi sur cette vidéo finalement. Je l'ai vue ouais, un bien sûr. milliard de fois, je l'ai travaillé, j'ai pensé tous les plans. Bon, du coup, encore une fois, Julie m'a beaucoup aidé. Mais moi, j'ai travaillé sur toute la post-prod, sur tout ça. Enfin, et il y a pas mal de gens qui sont intervenus pour m'aider, ça c'est trop cool. Mais, mais c'est ton bébé et tu dois te dire, ok, bah, c'est plus à moi maintenant. Et juste, faut prendre la force qu'on te donne quand on t'en donne. J'ai reçu plein de petits messages. Oh, j'avais pas vu que c'était toi derrière la vidéo. Trop bien, nanana. Ou des petits bravos, des petits bravo Lucas et tout. Des gens qui avaient vu que c'était moi. Et, euh, et sinon, tout le reste, même si c'est pas. Ça t'est pas. On va dire, on te le dit pas à toi. Bah, tu le prends pour toi. Tu dis, attends, t'as kiffé la vidéo, bah, merci. Tu vois, genre, tu peux commenter un merci en tous les messages parce que finalement, Bah oui, ces tu messages, ils peux le sont prendre aussi pour pour toi, toi, tu vois. effectivement. Mm, Ok. mm. Bah écoute, sur Voilà. ce message positif, on va arriver peut-être à la dernière question. Ça fait 55 minutes. Ouais. Dernière question du podcast, peut-être question un peu existentielle. Euh, c'est une question que je pose régulièrement. Je sais pas si elle est vraiment pertinente, parce que c'est toujours un peu flou aussi pour les gens, mais, euh, mais si je te demande voilà, où tu te vois, comment tu te vois dans 5-10 ans, je sais pas si tu y as déjà réfléchi, mais euh, comment tu te vois dans un horizon à 5-10 ans? Est-ce que tu serais toujours dans la vidéo? Comment sera le Lucas dans 5-10 ans, tu penses? Euh, Bah, j'aimerais dans 5. Après, ça va tellement vite que du coup, des fois, ça me paraît fou, mais en même temps, ça peut aller hyper vite. Si je pouvais être juste
épanoui dans mon métier et être réel sur de beaux projets. Ça me permet de voir un truc, enfin tu sais, c'est accessible finalement. C'est pas un rêve fou, je demande pas de faire des films, d'être Christopher Nolan ou autre, juste d'être épanoui dans mon métier et de pouvoir être réel full time, tu vois. Genre lâcher la caméra, limite, tu vois, tant pis. Je sais que c'était un moment un peu, j'ai réfléchi longtemps, c'était compliqué, hein. Tu demandes à tout le monde, j'en parlais encore avec Nathan d'ailleurs de ça. Mais Nathan, c'est un monstre, hein, pour son âge, il est très jeune encore et tout, et il me disait, ouais, c'est dur de lâcher la cam et tout. Et je le comprends, moi j'étais comme ça il y a pas longtemps, je pourrais te dire même quelques mois. Mais voilà, juste être réel dans des projets qui servent, qui apportent des choses aux gens, quoi. Ouais. Que ça soit du divertissement ou autre, tu vois. Mais juste, voilà, continuer de faire mon métier et de pouvoir le upgrade un peu. Ouais. Tout en restant épanoui, parce que c'est un peu ce qu'on retiendra. C'est très important. De continuer. Pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est peut-être une des leçons à retenir, parce que c'est ce qui fait aussi que je pense on fera de la vidéo notre métier peut-être sur plusieurs années, c'est de garder un peu la petite flamme et de rester passionné, parce que je pense que le point commun qu'on a tous, c'est que c'est parti d'une passion, je pense, de base. On a tous fait ça, faut que ça reste une passion. Par passion, et ouais, même s'il y a des enjeux commerciaux et que on en fait nos métiers, il y a plein de problématiques qui viennent, faut malgré tout que ça reste une passion. Donc on terminera là-dessus, mais merci en tout cas Lucas de t'être prêté au jeu. C'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci à toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver? Donc sur Instagram principalement, peut-être? Ouais, sur Instagram. Donc après, c'est RZ Lucas. C'est ça. RZ Lucas, j'ai bien noté ça. T'as aussi ta chaîne YouTube. Ouais. Lucas. Alors je suis pas très actif sur YouTube, ouais. Mais il y a une grande partie de mes vidéos qui sont dessus. En tout cas, les vidéos perso finalement. Toutes mes vidéos pro sont pas dessus. Okay. Mais ouais, c'est essentiellement sur Instagram où je partage que ce soit le travail que j'ai fait pour des clients ou mon travail. Ouais, parce qu'après c'est une question que j'avais, parce que tu vois, j'ai essayé de préparer un peu le truc, et il me semble que j'ai pas trouvé de site internet. Non. Donc non, c'est en cours. Finalement, ouais, c'est en cours. Ça arrivera prochainement. Ouais. Parce que finalement, où est-ce qu'on peut trouver un peu tes prods professionnels? Tu as une vitrine où on peut regarder ça, ou pas trop, ouais. Alors j'ai pas trop. En fait, c'est parce que j'ai beaucoup de prods qui sont finalement hébergés par les clients. Okay, ouais. Et du coup, il y a beaucoup de projets que je dois mettre. Là, je suis en cours. Je suis en train de préparer des choses pour l'année 2022. Du coup, je vais lancer certaines choses, dont le site internet, où je regrouperai tout, que ce soit mes projets perso, mes projets où c'est des collabs, mes projets où c'est pour des clients, et là il y aura tout. Mais c'est vrai qu'actuellement, à part si tu viens me demander mes prods, tu peux pas forcément les trouver. Après, parce que justement j'en avais pas forcément besoin jusqu'à maintenant. Ouais. Là ça arrive de plus en plus. Mais ouais, faut que je m'attaque activement à ça. Ok, trop bien. Écoute, merci encore à toi, et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le compte Instagram VidVidéaste. Ça permet de soutenir l'initiative qui est de mettre en avant les vidéastes francophones et de permettre de continuer à ce que les vidéastes francophones se fassent connaître. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.